Bienvenue à l'Olivado. Merci à Gilles qui nous accueille, qui nous permet de nous réunir et de discuter ce soir. Le sujet, vous le connaissez tous, c'est quel avenir pour la plaine agricole, sous forme de questions, mais c'est le genre de questions quand même où la réponse est un peu dedans, puisqu'on parle bien de plaine agricole. C'est donc un rendez-vous pour présenter les idées et les propositions à ce sujet de la liste Nous c'est Marguerite. Mais c'est d'abord et surtout un moment d'échange et de questions, donc réunion qui a pour but d'être extrêmement interactive, et donc n'hésitez pas à intervenir, puisque c'est pas un monologue, c'est pas une présentation, c'est un débat, ou des propositions, des questions, tout est fait pour échanger, et c'est même plus loin que la concertation, c'est la co-construction qu'il faut établir sur ce genre de sujet. Interviendront ce soir en tribune Jean-Pierre Catebras, qui est conseiller municipal et candidat sur la liste Nous c'est Marguerite. Nous accueillons et on le remercie de sa présence pour ses témoignages, son expertise, sa connaissance du sujet, M. Christophe Trinquier, qui est agriculteur à Lédenon, et bien sûr Rémi Nicolas, tête de liste Nous c'est Marguerite. Donc tout de suite, je laisse la parole à Jean-Pierre, qui doit prendre son micro. Écoutez, bonsoir à tous. Aujourd'hui... ça marche pas, Là, ça marche. Non. Il marchait, il marche plus. Ça a marché. On a été saboté. Ça y est. Alors, ça marche. Ok, écoutez, le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, tout d'abord, c'est pas un projet qui est finalisé, ça c'est important, je vous expliquerai pourquoi après. Mais en tout cas, on va essayer de vous proposer donc, un projet global donc, de développement local qui va être basé sur une production, donc une distribution donc, en circuit court. Ça c'est l'objet de la plaine agricole. Tout d'abord, il y a une histoire, pardon. Tout d'abord, donc il y a une histoire à Marguerite. Alors je vais remonter un petit peu avant. J'y étais pas, je pense que vous non plus. Au moment de la préhistoire, je remonte à loin. La soirée va durer. Hein. Non, je vais faire court, je vous promets. Donc au niveau de la préhistoire, la plaine agricole, c'était aussi une réserve de chasse, de cueillette. C'était des marécages, c'était des ruisseaux et des rivières. Voilà. Puis après, ils sont arrivés les Romains. Vous voyez quand même que je fais un grand pas en avant. Voilà. Donc un grand pas en avant. Au niveau des Romains, c'était aussi, Marguerite aussi était appelé aussi le grenier de Nîmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de cultures. Il y a eu plusieurs grandes villas romaines et autour donc, des propriétés agricoles, on va dire, aujourd'hui on appelle ça des propriétés agricoles. Voilà. Ça, c'était l'histoire. Et puis, il y a aussi une réalité. La réalité, c'est que la terre, c'est une ressource qui est précieuse et qui est difficilement renouvelable. D'accord? On ne fabrique pas de la terre. La terre est liée. Et... voilà. D'accord. Ok. Là aussi, ça marche. Ça marche. Donc voilà, donc je disais la ressource, donc elle est précieuse. Pourquoi? Parce qu'aussi elle est limitée. Et ça c'est une réalité qui s'impose. Le choix, donc ce qui compte aussi, c'est le choix de l'aménagement des sols, de la qualité de leur utilisation. Donc tout ça c'est des questions aussi à se poser. Ça marche? Voilà. Et d'où l'importance donc de préserver aussi les zones, et ça on entend parler tous les jours à la radio, à la télé, c'est aussi de préserver donc, les zones humides, les zones naturelles, et puis les terres agricoles bien sûr. Voilà. Ça c'était la réalité, donc on a eu l'histoire, la réalité, et puis ce projet aussi est porté par une équipe qui a des valeurs, et auxquelles aussi, ce sont des valeurs aussi qu'on tient, qui est aussi la sécurité alimentaire, ça c'est important de nos jours, pour offrir donc une alimentation saine donc à la population. Et puis c'est aussi soutenir l'économie. Alors l'économie et l'emploi agricole et agroalimentaire. Une production agricole, c'est une entreprise qui est dirigée par un entrepreneur. On est bien d'accord. C'est pas
j'allais dire, c'est pas du bénévolat, être agriculteur, pardon, d'accord? On parle bien d'une entreprise qui doit faire aussi un chiffre d'affaires et pour lequel aussi la personne ou les personnes attachées à cette entreprise-là puissent vivre correctement. Ça, c'est important. Aujourd'hui, quand j'ai fait un petit peu des recherches, aujourd'hui, un couple de paysans ou d'agriculteurs, je préfère employer le terme de paysans parce que c'est un petit peu différent, pour pouvoir vivre, c'est 5 hectares de terres agricoles en maraîchage. Voilà. Donc ça, c'est important. Et puis, une autre valeur aussi, qui est aussi de préserver le patrimoine donc, et les ressources naturelles pour une sécurité des personnes et des biens. Développer l'agriculture, c'est aussi sécuriser les personnes et les biens. Notamment, on parle d'inondation, par exemple, hein, mais on parle aussi de sécheresse. Avoir des petites propriétés, j'allais dire, avec des haies, par exemple, on sait très bien que l'arbre aussi, quand on a chaud l'été, j'allais dire, il vaut mieux se mettre sous un arbre que sous une bâche en plastique. Hein. Les légumes, c'est pareil aussi. D'accord, voilà. Donc l'arbre permet aussi de tempérer. Et le fait d'avoir des petites propriétés, de retrouver des propriétés à taille humaine, ça permet aussi de prévenir de ces risques-là. Et puis il y a une quatrième valeur aussi qui est importante pour nous, qui est aussi de favoriser donc, la cohésion sociale. Favoriser la cohésion sociale, c'est quoi? C'est développer le lien à la nature, c'est-à-dire que le consommateur, alors j'aime pas trop parler de consommateur, mais j'aime bien parler de consommateur, hein, parce que quand on consomme aussi, on est acteur d'un système. Voilà. Et on n'est pas simplement passif en train d'acheter des choses et de les consommer. Voilà. Donc c'est aussi développer le lien, mais c'est aussi développer le lien entre les agriculteurs et les consommateurs. Ça c'est important. Et donc décloisonner ce système-là. L'agriculteur, il n'y a rien de plus valorisant pour un agriculteur de rencontrer la personne qui va lui acheter ses fruits, ses légumes, ses céréales, sa viande, et qui va lui dire ton produit est excellent. Je crois aussi que l'agriculteur aussi, il faut pouvoir l'aider à sortir de ça et aussi à rencontrer aussi son public, j'allais dire. Voilà. Ça, c'est un petit peu l'histoire, la réalité et puis les valeurs que porte ce projet-là. Voilà. Donc un projet bien centré dans toutes ses dimensions, mais pour qu'il y ait une production agricole, il faut qu'il y ait des agriculteurs. Donc là, je me tourne tout de suite vers Christophe. Qu'est-ce qui pourrait gêner ou comment on peut inciter les agriculteurs à venir s'installer à Marguerite, au-delà de la qualité de ces terres, parce que je crois qu'elles sont quand même assez exceptionnelles. Oui, je vais reparler de la qualité des terres de Marguerite. Je vais arriver à me caler un petit peu au niveau de la voix. Effectivement, quand on m'a demandé si j'étais d'accord pour participer, la raison principale qui m'a fait venir, outre l'amitié, c'est quand même à Marguerite, vous avez une responsabilité que n'a pas peut-être les autres communes aux alentours, c'est que vous avez quand même des terres d'une qualité fantastique. Et effectivement, mon cœur, moi, m'a penché pour intervenir, a fait pencher la balance pour intervenir et dire non, ça, il faut que ça reste agricole. Et j'y tiens énormément, c'est les terres du Vistre. Le Vistre, on s'assure ça à Bezous. Je suis originaire de Bezous. À Bezous, c'est déjà les meilleures terres de la commune. À Marguerite, ça l'est encore. Et dans le département du Gard, c'est quand même parmi les meilleures terres colonnées. Donc c'est important quand même d'en avoir conscience. Et une fois qu'on en a conscience, après, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et justement, quand on va parler de qu'est-ce qu'un agriculteur peut attendre ou comment... Bon, un agriculteur, il viendra que s'il peut vivre. Hein, c'est vrai que quand on fait le bilan, c'est relativement simple. Un agriculteur, il faut qu'il puisse vivre de son travail. Ça commence par ça, donc ça veut dire qu'il faut qu'il puisse avoir de la terre pour travailler, il faut qu'il puisse y habiter. Hein, parce qu'ici, l'habitat, c'est quand même pas, c'est pas donné. Donc ça veut dire que c'est très compliqué, en fait, quand on a l'agriculture. C'est pas un agriculteur qu'on devient riche, hein, quand on est maraîcher. Hein. Éventuellement, quand on fait de l'industriel. Mais en maraîchage, on ne devient pas riche, et ici, l'habitat est relativement cher. Quand on a réfléchi à la question, bon, quand j'ai réfléchi de mon côté aussi, c'est vrai que aujourd'hui, quand vous entendez parler de gens qui s'investissent dans l'agriculture, qui font diverses expériences à droite à gauche, c'est rarement ici, parce qu'ici, ça coûte cher. Donc on entend plutôt parler des Cévennes, plutôt parler peut-être des PO, un peu plus du centre, mais pas à Marguerite.
alors qu'il y a des terres qui sont très très bonnes. Il y a des gens là-dedans qui la connaissent mieux que moi, la terre de Marguerite, et qui pourraient le confirmer, j'en ai aucun doute. Donc, la question c'est qu'est-ce qu'une commune, après, peut faire, hein, c'est ça, hein. Oui, alors, la question, effectivement, c'est, vous avez évoqué la question du logement, qui nous préoccupe aussi pour les agriculteurs et pour tout le monde, la question du matériel, la question des terres. Ça, donc les terres, l'habitat, le matériel. Et qu'est-ce qu'une commune, quel exemple on a de commune, ou qu'est-ce que vous connaissez comme process qui se sont mis en œuvre où une commune a soutenu un tel mouvement? Ben, disons qu'après, la dernière étape, c'est la vente pour entrer l'argent mais pour vivre. Donc ça, c'est quand même important. Mais là, les communes ont tout un rôle à jouer, peut-être. Peut-être c'est là qui est le plus important, hormis la mise à disposition parfois de certains biens. Aujourd'hui, en France, il existe des communes qui ont organisé des régies. C'est-à-dire que ce sont des communes qui ont décidé de prendre la main sur une partie de la production, via notamment les cantines scolaires. Donc les régies, ça sert à orienter, ça ne sert pas forcément... il y a plein de stades, hein, mais ça sert à orienter l'agriculture au moins locale. C'est-à-dire qu'il y a par exemple la possibilité d'avoir à l'extrême, ça peut être des paysans, ce qu'on appelle sans terre aujourd'hui, ce qui existe, c'est-à-dire des paysans qui sont salariés sur des terres communales et l'intégralité de la production est absorbée par un circuit court, par une cantine, ce genre de choses. Il y a aussi des régies qui sont faites pour organiser la production au travers de tous les agriculteurs d'une commune. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, les agriculteurs se mettent d'accord, il faudra plus les carottes que les pommes de terre, mais tout ça, les orientations seront données avec une garantie de l'achat, pour que le paysan puisse vivre avec sérénité. Et puis il y a aussi tout simplement, le cas le plus simple, c'est organiser des lieux de vente pour que les agriculteurs puissent vendre leurs produits, et à ce moment-là, la commune n'intervient pas dans les orientations, mais la commune, elle est là pour dire moi je veux un lieu dédié, parce que les agriculteurs du coin, je veux qu'ils puissent rencontrer les gens du village et avoir le choix pour que tout le monde puisse manger ce qu'il a envie au niveau local. Donc ça veut dire peut-être refaire des petits marchés ou ce genre de choses, ou des lieux vraiment dédiés à la vente. Voilà un petit peu ce qu'une commune peut intervenir. Après, se posera la question effectivement sur les propriétés des terres, comment ça fonctionne, et l'habitation qui là, c'est un peu plus délicat peut-être. Sur cette question particulière des lieux de vente, et je m'adresse peut-être aux agriculteurs qui sont aussi dans la salle, c'est quelles sont les attentes en termes de lieu de vente? Qu'est-ce que ça veut dire un lieu de vente pour un agriculteur? Est-ce que c'est une structure en dur? Est-ce que c'est une structure particulièrement organisée? Un espace sur le marché? Est-ce que c'est simplement un espace sur le marché? Je me dis encore, ma question est collective, c'est qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant qu'agriculteur? Alors là, je vais répondre avec une connaissance de ce qui se faisait avant, encore une fois, puis après je parlerai de mon cas. Ça va être bien. Ce qui se faisait avant, dans les villages, il y avait des halles. C'était un lieu dédié. Tout le monde a déjà vu des halles. C'est simplement un toit. Après, il existe des petits marchés où il y a des fois... moi, j'ai une épouse qui est polonaise. En Pologne, ça existe encore, donc je tiens à le préciser. C'est pas mal. C'est des petits marchés qui sont organisés, alors souvent dans les villes mêmes ou à la campagne. Et là, ce sont on va dire des tables souvent qui sont en béton, hein, donc personne ne peut les dégrader. Elles sont là à vitam aeternam, et puis les agriculteurs viennent vendre leurs produits. Et puis après, il y a aussi des initiatives. Alors là, c'est un peu plus... peut-être un peu plus compliqué à mettre en place, enfin, du moins pour un grand nombre, mais moi je fais partie d'une association, l'ancienne et précédente est ici, je la salue, et cette association a pour but d'aider les agriculteurs justement à trouver rapidement un public. Elle s'appelle Solidarité Citoyenne, cette association, ça existe sur Marguerite. Voilà, c'est aussi une façon de mettre en contact des producteurs et des gens qui veulent militer, parce qu'il y a du militantisme là-dedans, qui veulent militer pour acheter dans le circuit court avec des gens qui connaissent, et en général avec une garantie de quelque chose qui est bon. Voilà. Donc il y a toute une panoplie de choses. Après, ça a été dit, moi je ne me présente pas à Marguerite, je ne suis pas là pour orienter. Simplement, ça a été dit, c'est un débat, je crois que ça sera à la liste qui sera élue de définir justement qu'est-ce qui va être bon pour sa commune. Mais la palette des solutions,
elle varie entre des lieux dédiés sur un marché, sur un lieu fixe qui est dédié réellement qu'à ça, et pas une rue, ou alors aller carrément jusqu'aux associations ou l'achat par les cantines scolaires pour garantir les débouchés, quoi, par exemple. J'ai répondu? Mais, puisque Rémi a ouvert le débat, n'hésitez pas à poser des questions dans la salle, mais peut-être le témoignage d'une ancienne présidente d'association. Vida, je te présente. Donc, Vida, ancienne présidente de Solidarité Citoyenne. Et le bras armé, ça s'appelle AGAP. Oui, bonsoir tout le monde. Effectivement, moi j'ai vécu une expérience il y a bien longtemps, vu mon âge, où les Margueritois fournissaient l'alimentation à Nîmes. J'ai même connu une époque où on amenait la marchandise avec des animaux. Ça n'a pas duré longtemps, j'ai vécu ça quand j'étais jeune. Donc ça veut dire que ça a toujours été un lieu de production. Il y avait énormément de maraîchers. Je crois que ça avait été dit par M. Armand, qui était à l'époque dans ce syndicat. Je crois qu'il y avait 70 maraîchers à Marguerite. Donc ça faisait, et on vendait dans la ville, à l'intérieur, que ça se passait au marché Saint-Charles. Bon, indépendamment de tout cela, il y a quelque chose qui me paraît important, c'est ce que je voulais dire quand je demandais la parole, c'est qu'il n'y a jamais eu de projet clair, précis, en disant « nous protégeons la zone agricole ». Donc les gens, qu'est-ce qu'ils attendent? Et nous attendons, moi-même j'ai bénéficié de cela, que les terres se vendent. Pourquoi faire? Ben, pour faire de l'argent, et c'est là où le bas blesse, parce que de fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une position ferme en disant non, ces terres sont protégées, on ne construira plus. Tant qu'il n'y aura pas une détermination de ce style, rien ne pourra se faire. Parce que tout le monde attaque. Donc les terres sont chères et tout en découle. À partir de là, évidemment, on bloque le système. Donc, de mon point de vue, c'est vraiment affirmer ça d'une façon forte, que les gens sentent, et ça va dans l'évolution de ce qui se produit. De plus en plus, on sait tous les changements, les bouleversements qui vont se produire. Donc on a besoin de cette terre, sinon moi, ceux qui vont venir. Et moi, je me suis accrochée à la terre et je suis très contente de l'avoir fait, parce que c'est une vraie richesse. Je vous jure, c'est une richesse, la terre. Soyez-en bien conscients. Moi, je pourrais dire beaucoup de choses, mais c'est pas tout. Vous reprendrez la parole, Vida. Je pense que l'intervention de Vida met à jour une des questions centrales d'un tel projet, c'est sa dimension économique. On a dit qu'il faut que les agriculteurs vivent de leur travail, mais il faut donc qu'ils s'organisent une économie autour d'un projet agricole. Oui, mais je ne vais pas monopoliser la parole, sinon, je suis venu. Mais disons que par rapport à ce que dit Vida sur... alors là, c'est vraiment l'agriculteur qui vous parle. Même si j'ai une autre activité dans ma vie que l'agriculture, mais ça me prend beaucoup de temps. Il y a effectivement la disponibilité des terres. Là, je tiens à le dire aussi, parce que je suis confronté, moi, sur mes parcelles en garrigue de la commune de Bezous. Effectivement, aujourd'hui, dans nos communes, alors là, pour le coup, je peux parler même de Bezous ou de Lédenon, on a vraiment cette réalité du coût des terrains. Et alors, d'abord de la disponibilité, parce que la ressource n'est pas étirable, c'est fixe, c'est défini, il y a tant d'hectares, il n'y en aura pas plus. Derrière, il y a vraiment cette disponibilité qui est soit parce qu'il y a des indivisions, alors ça c'est un vrai problème français, le cadastre, on doit trouver des terres en indivision qui sont inachetables. Donc ça c'est, alors ça remonte à X personnes, c'est très très compliqué, ça coûte cher, les notaires pour faire les recherches c'est compliqué. Après on a l'attente, parce qu'on spécule sur les terres, on s'en sert pour la spéculation, donc vous avez des terres qui sont en train, non pas de mourir, hein, la terre ne va pas mourir si on ne la cultive pas, il ne faut pas croire, mais c'est-à-dire elle ne nourrit personne. Et en l'occurrence, à ma connaissance, tout le monde mange, et si possible, on a envie de manger des bonnes choses. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment avoir, et effectivement, le fait de l'affirmer clairement, de dire qu'il y a une volonté de garder ces terres-là, je pense que c'est vraiment important. Il y avait... je crois que j'avais une autre truc à ce sujet, parce que j'avais réfléchi aussi. Alors moi, c'est un brouillon que j'ai. Oui, la vente et les divisions. Non, je crois que j'ai fait le tour, en fait. Voilà.
Mais ça, c'est vraiment compliqué aujourd'hui, parfois, d'acheter des terres. Alors ici, en plus, on a le TGV qui est passé, qui a fait monter les prix. Après, il y a le problème de l'eau. Alors, quand il y a de l'eau, ça coûte encore plus cher. Nous, sur Bezous, aujourd'hui, les dernières terres agricoles sont... on est à 16 000 € l'hectare. Il faut y aller quand même, hein, pour faire des légumes et rembourser tout ça. Tu as parlé de 5 hectares. Le monde fait 5 x 16 hein, dans sa tête. 5 x 15, ça va être plus facile. Et ben, ça fait des ronds. Hein. Tu connais l'association Terre de Liens? Oui. Qui peut aider aussi. Alors, vas-y, oui, c'est une bonne question, ça. Ouais. Elle est là, Terre de Liens est là. Terre de Liens est là. On parlait d'un projet global, et la question c'est comment on peut faire, quels sont les outils à votre disposition. Comment on va faire? J'allais dire comment on peut faire, mais non, mais comment on va faire? Je voulais revenir un petit peu sur ce qu'avait dit Vida tout à l'heure quand elle disait il faut protéger la terre. Moi je vais dire il ne faut pas protéger la terre. La plaine du Vistre, il faut la dédier à l'agriculture. Voilà. C'est important, voilà, parce que quand on parle de protéger, ça veut dire aussi, on peut aussi entendre, ce qui n'est pas le cas, même là, mais on peut aussi parler de musée, de mettre sous cloche et de la regarder. Voilà. Donc c'est vraiment la dédier, la terre elle se travaille, elle s'entretient et elle ne se regarde pas. Voilà. Donc, voilà, ça. Donc comment on va faire? Je suis content qu'il n'y ait pas un représentant de Terre de Liens, mais en tout cas un adhérent de Terre de Liens. Donc j'ai pris contact, on a déjà pris contact avec des structures, donc comme Terre de Liens, le CIVAM Bio aussi, et puis aussi avec le réseau de l'agriculture paysanne. Voilà. Ça c'est un petit peu les contacts qu'on a eus, pour des raisons X ou Y, donc ils n'ont pas pu être présents ici ce soir, mais en tout cas ils nous ont beaucoup aidés aussi, déjà un petit peu, d'y voir déjà un petit peu plus clair dans ce projet-là, et nous donner aussi des pistes de réflexion et aussi de réalisation. Le prérequis avant tout projet, c'est en tout cas ce que nous on souhaite, nous ce qu'on veut, ça doit être un projet qui doit être participatif et partagé. Il n'est pas question aujourd'hui de planter des salades, des carottes et des poireaux chez n'importe qui, n'importe comment. D'accord ? C'est un projet qui doit être, quand je dis participatif et partagé, je parle des agriculteurs qui sont déjà en place, je parle aussi des consommateurs, donc des margueritoises, des margueritois, d'accord ? Mais c'est aussi la collectivité territoriale, ça c'est important. Mais en tout cas, la collectivité territoriale, donc la mairie de Marguerite, ne va pas tout faire, ça c'est important aussi. C'est-à-dire que chacun va avoir aussi des idées, et c'est aussi le partage et la construction de ces idées-là. Donc voilà. Ça c'est le premier point. Donc d'abord, et donc il peut être organisé sous forme de réunion publique, mais moi je trouve que c'est pas assez participatif, la réunion publique. Moi je préférerais qu'on mette en place des ateliers de travail avec des thèmes, et de dire, ben voilà, au niveau de telle problématique, comment on fait, quelles solutions on va avoir, à charge au groupe de travail d'apporter des solutions. Parce que chacun a une expérience, chacun a une compétence, et il n'y a pas non plus que les techniciens spécialisés dans le secteur de l'agriculture qui peuvent apporter des solutions. Ça c'est important. Ça c'est déjà le premier prérequis, j'allais dire, et sans ça, ben, on ne pourra rien faire. La première étape, c'est de faire d'abord un dialogue. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, parce que je ne suis pas technicien. Voilà, j'ai des convictions, j'ai des valeurs. L'équipe, pareil, a des convictions, des valeurs. Et après, on essaye un petit peu de monter quelque chose. Tout d'abord, c'est de faire un diagnostic de ce qui existe. Ça, c'est important. Et de savoir de ce qu'on peut faire avec la terre. Quel est le périmètre, par exemple, d'accord ? Quelle est aussi l'écoute mettre en place donc, une écoute et une participation active des agriculteurs aussi, parce qu'ils sont déjà là, on ne va pas... voilà, donc ça c'est important. Donc la première étape, c'est de faire un diagnostic en termes d'eau, en termes de pollution, en termes d'environnement, ça c'est important. La seconde étape, c'est de définir des besoins. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut en faire? Il n'est pas question, par exemple, d'implanter un agriculteur sur 50 hectares. D'accord? Ce n'est pas notre choix. Notre choix, c'est aussi de faire vivre l'agriculture. D'accord? Et donc plutôt, on va dire, plutôt dans des petites propriétés, on va dire, mais c'est aussi
nos besoins, pour revenir à nos besoins, c'est définir notre qualité, qu'est-ce qu'on attend en termes de qualité, et qu'est-ce qu'on attend, de quoi on a besoin en termes de quantité. D'accord? Et ce qui est important aussi dans nos besoins, c'est de penser aussi à la diversification. Il n'est pas question d'implanter 30 hectares de salade verte, sinon on va manger les salades. D'accord? Sauf que le résultat, on n'en aura plus. Alors, je dis ça et vous parlez à un convaincu. Moi, j'étais adhérent d'Inamap sur Marguerite, et c'est vrai que c'est compliqué des fois. C'est aussi apprendre le consommateur à changer ses habitudes, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc, la diversité, donc, elle est essentielle, donc elle permet aussi de ne pas appauvrir les sols, et puis d'éviter aussi la concurrence entre agriculteurs. Il n'est pas question d'implanter 5 agriculteurs avec que des choux-fleurs. D'accord? Parce que ça rapporte. Par exemple, je dis n'importe quoi sûrement, hein, vous me reprenez, hein, mais s'il y en a un qui plante des haricots verts, c'est les souvenirs, ça, de la map, c'est pour ça. Mais on sait très bien que, par exemple, la culture du haricot vert, ça demande beaucoup de main-d'œuvre pour le ramasser, d'accord? Et c'est moins rentable que la salade verte, par exemple, j'imagine, d'accord? Ou autre chose, je ne sais pas. Donc voilà. Donc c'est vrai que d'avoir une diversification un petit peu des cultures, c'est important. Moi je crois, une fois qu'on a fait le diagnostic, une fois qu'on a défini nos besoins, moi je crois que la collectivité territoriale, elle doit servir de locomotive. On ne va pas attendre que un agriculteur vienne s'implanter, on ne va pas mettre un panneau terrain à vendre pour les agriculteurs, on risque d'attendre longtemps. Hein. Et là-dessus, on va aussi s'appuyer, alors autant pour le diagnostic que pour les besoins, par Terre de Liens, par le CIVAM Bio, par d'autres organismes qui savent très bien faire ça et qui peuvent accompagner les collectivités territoriales. Donc la locomotive, je crois aussi que, c'est ce que tu disais Vida, c'est-à-dire d'avoir une vraie politique agricole, j'allais dire, en proposant, pourquoi pas, alors après c'est un exemple, le projet que je vais vous présenter n'est pas construit, ce sont des idées des candidats, de l'équipe, voilà, donc après c'est pas défini, mais ça peut être pour impulser, monter une régie agricole, d'accord, et donc qu'ils puissent mettre en place rapidement un système de production, par exemple maraîchère, pour alimenter les restaurants collectifs de Marguerite. Ça peut être les écoles, ça peut être aussi passer un marché avec le département pour le collège, je ne sais pas. Ça peut être aussi faire les repas aussi pour la résidence autonomie qui est l'ex-foyer logement de Marguerite, mais pourquoi pas aussi identifier les besoins chez les restaurateurs de Marguerite et aussi alimenter aussi voilà. Ça peut être déjà une première piste. La seconde étape, j'allais dire, c'est aussi accompagner les agriculteurs déjà en place, parce qu'il n'est pas question de les mettre dehors pour implanter quelqu'un d'autre. Hein. C'est dans le diagnostic, dans l'étape, c'est voir ce qui existe, d'accord, et proposer aussi aux agriculteurs déjà en place de nous accompagner, d'intégrer ce projet-là, d'accord, et d'être aussi acteurs de ce projet-là. Ça, c'est important. Et bien sûr, par la suite, introduire de nouveaux agriculteurs, mais pas n'importe comment, en fonction aussi de nos besoins. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fonction de nos besoins, ça c'est important. Et par les besoins bien sûr, donc, qui ne sont pas couverts, et de ce que permet aussi le territoire. Hein. On ne va pas planter non plus n'importe quoi pour planter. Hein. Une terre, ça a une certaine... Alors moi je ne suis pas prof de physique, chimie ou SVT, hein, mais en tout cas il y a des spécialistes qui me le diront, je sais très bien qu'on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où. Voilà. Donc il y a ça, et puis ce qui est important aussi dans le cadre de l'accompagnement des agriculteurs, c'est aussi proposer aussi des moyens de mutualisation. C'est-à-dire que après on va me dire, c'est vrai que pour 5 hectares de terrain, est-ce qu'on a besoin de toutes les machines pour faire du maraîchage, du fruitier, de la céréale ou des fleurs aussi, pourquoi pas, d'accord, je ne sais pas, mais en tout cas c'est mutualisé. Pourquoi pas un tracteur pour plusieurs, ça limite les coûts d'investissement, hein, mais aussi il faut penser aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau du circuit de vente, des ateliers de transformation. On sait très bien que les tomates elles arrivent normalement quand on les plante en pleine terre et sans produits chimiques et sans chauffage, elles arrivent à une période donnée. Les fraises c'est pareil, on sait qu'il peut y avoir une surproduction. Ben, pourquoi pas aussi proposer aux agriculteurs
un atelier de transformation pour lequel on va parler de conserve et pour lequel il pourrait vendre aussi dans des périodes creuses, on va dire. Voilà. Ou les besoins pour l'école à ce moment-là. Ou les besoins pour l'école. Sauf si... Oui, Ouais. vous avez une Pardon. question? Allez-y. Vous avez... Non? Oui. Oui, allez-y. Bonsoir. Je reviendrai sur ce qu'a dit Vida, parce que moi j'ai vécu cette période de périssement de l'agriculture sur Marguerite. Et on ne fournissait pas Nîmes. Ça partait de Nîmes pour Paris, pour le Tour des Halles. Il n'y avait pas Rungis, il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas d'autoroute. Ça partait par le train. Donc, il y avait d'autres professions sur Nîmes, qui étaient des expéditeurs. Et tout ça était organisé. Actuellement, on se trouve à critiquer l'avion, à critiquer tout ce qui arrive de loin, mais ça peut arriver de moins loin, sur Paris. Il faut repartir sur ça. Nous avons une gare, un triage, en zone industrielle, juste à côté. Il y a des TGV qui vont porter des marchandises. Vous êtes un plus rapide qui vont porter des marchandises. Nous avons tout cela, et tout cela n'est que l'héritage de ce qui existait, et vous en êtes les témoins tous les deux. Cette voie ferrée, elle n'est pas là par hasard, elle n'est pas positionnée par hasard à côté de la zone maraîchère. Et ce qui... il faut juste enlever l'enceinte. C'est ce que disait Vida. Il y avait ce que vous dites dans vos propos. Marguerite a toujours été, par tradition, une terre maraîchère, parce que nous avons les meilleures terres, nous avons de très bonnes terres agricoles. Et notre proposition, notre proposition de préservation de la plaine agricole, elle s'inscrit dans cette tradition margueritaine. Et je dirais que l'on n'invente rien en faisant cette proposition. On ne fait qu'assurer la continuité de ce qui a toujours existé à Marguerite. Bon, les modèles économiques ont évolué, ont changé dans les 30 dernières années. Je crois qu'aujourd'hui, on en parlait, Jean-Pierre le dit souvent, aujourd'hui les mentalités évoluent. Et je crois qu'il faut être dans cette dynamique-là et s'inscrire dans cette dynamique. On l'a évoqué rapidement, les uns et les autres, vous avez parlé, Jean-Pierre, tu as parlé de qualité alimentaire, tu as parlé du rôle des agriculteurs déjà installés, de ceux qui s'installeront, et j'aimerais qu'on envisage maintenant un peu, justement, qu'est-ce que des agriculteurs installés, vivant, travaillant la terre à Marguerite, peuvent apporter à la communauté que constitue la ville et ses habitants? Alors, la suite, un petit peu, pour répondre un petit peu à la question, donc vous avez parlé de ce projet de faire un diagnostic, d'accompagner, d'installer, d'accord, mais il y a aussi le circuit de vente, aussi qui est important, tu m'as parlé. Le circuit de vente, il peut se faire, il faut aussi qu'il soit adapté aussi à la demande. Ça peut être... le circuit de vente, ça peut être quoi? Ça peut être un lieu identifié. Ça peut être aussi, par exemple, sur le marché, pourquoi pas, d'identifier les producteurs locaux, avec éventuellement une signalétique ou quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi développer des circuits courts, aussi, qui peuvent aussi répondre à une demande. Et aussi, bon, les groupements d'achat, il y en a déjà un sur la commune, qui est un peu excentré. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc des circuits courts, mais aussi, pourquoi pas aussi, j'allais dire, la vente à distance. Aujourd'hui, il existe des communes pour lesquelles il y a dans des lieux publics des box réfrigérées auxquelles l'agriculteur vient mettre un panier ou une certaine quantité de légumes, et le consommateur, avec son téléphone portable, peut acheter de chez lui ou en sortant du travail, ou même dans le travail si ça lui permet, ou dans ses pauses, de réserver les box de légumes, et quand il rentre chez lui, il passe et il débloque la porte parce qu'il a payé par carte bleue, par téléphone, et il a son... Je crois qu'il ne faut pas favoriser un ou l'autre, je crois aussi qu'il faut multiplier les circuits de vente. D'accord? Ça c'est important. Après, il faut aussi que ça reste aussi rentable aussi pour l'agriculteur. Il n'est pas question à l'agriculteur
qui soit 90% de son temps de travail en dehors de ses terres, parce que sinon il ne pourra plus produire. D'accord? Il y a aussi cet équilibre-là aussi à trouver. Mais tout ça reste à construire. Il y a plein d'idées, plein de possibilités, et pourquoi pas. Mais ça, c'est dans le cadre de ce projet qui est partagé, c'est le projet voilà, les idées partagées hein, qui définiront tout le projet. Après, il y a une question aussi d'éducation, de sensibilisation hein, et d'accompagnement du consommateur. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas... Aujourd'hui, le consommateur est habitué à avoir des tomates bien calibrées, rouges, rondes, d'accord voilà, donc elles donnent envie d'être achetées. Les fraises, c'est pareil. Les fruits et les légumes, c'est pas ça. Je ne sais pas si vous en avez dans votre jardin, mais les tomates, elles peuvent avoir des taches, elles peuvent être déformées, et elles sont encore meilleures. Donc je crois aussi qu'il y a une question aussi d'éducation, de sensibilisation aussi. Et on peut commencer par les écoles. Moi, chez moi, mes parents à moi avaient toujours un jardin, et les légumes, on les cultivait dans un jardin. Les légumes, on ne les cultive pas dans une cour de récréation. D'accord? Les légumes, on ne les cultive pas dans sa cuisine. Les légumes, on les cultive dans une terre agricole, dans un jardin. Donc, ce qu'on pourrait proposer, c'est dans le cadre de cette régie agricole, qu'il y ait un espace qui soit réservé pour les enfants, d'accord? On a des activités périscolaires à Marguerite, d'accord? Pourquoi ne pas non plus amener un groupe d'enfants qui aillent sur un espace réservé dans la régie agricole, donc sortir, et que les enfants aillent à la terre, parce que ça c'est important, quoi. Ça s'est déjà fait à Marguerite. Côté jardin épicerie sociale, à l'époque, nous avions organisé ces sorties. C'était proche, c'était le jardin juste le passage à niveau. Oui, c'était à côté du passage à niveau. Ouais. On a eu énormément. Le CIVA lui-même a organisé des visites à la ferme. Après, le problème, c'est souvent le coût des transports. Ça pose d'autres problèmes, évidemment. Mais ça a été toujours, nous on l'a vécu cette expérience. Les enfants venaient. Ils voyaient travailler l'agriculteur avec ses outils et tout. Il y a beaucoup de choses à faire. Après, il faut que les gens les connaissent et qu'il y ait créé un climat où on a envie de faire des choses. Tout à fait. Mais je crois que ce que tu disais, toi, Vida, on a eu des problèmes. Ils ont rencontré des problèmes au niveau des transports parce qu'il y avait un coût. À un moment donné, c'est un choix qu'on fait. Non, mais pour dire voilà. Par rapport au scolaire, même à une époque, on aurait voulu aller dans les écoles. Moi, je m'étais prêtée à ça. Il n'y avait pas le temps de travailler un bout de terrain à l'école, mais on peut faire des jardins dans les écoles où les enfants, pendant la récré, tout ça, vont pouvoir venir voir les plantes et tout. Il y a énormément de choses par rapport au scolaire, rien que pour ça. Ouais. Donc, donc ça veut dire aussi que la communauté éducative doit aussi être partenaire et présente dans le cadre de ce projet-là. Ça c'est important. Mais pour revenir donc les circuits courts, donc différents modes de commercialisation, et puis après bon, tout ce qui est la sensibilisation, l'éducation, mais ça peut être aussi après on a d'autres idées, alors je sais pas c'est des idées, mais pourquoi des communes en France font que pour chaque logement social qui se crée, il est attribué une parcelle de terre. D'accord? Après le locataire en prend possession ou pas, mais en tout cas c'est aussi offrir la possibilité. D'accord? Et il y a deux choses là-dedans. Il y a tout ce qui est la sensibilité, l'accompagnement à l'agriculture, donc aux jardins, aux légumes, mais il y a aussi la question aussi du pouvoir d'achat. Ça coûte moins cher quand on a un jardin que d'aller acheter des tomates. Le temps, ça ne compte pas le temps, mais après, voilà. Ça dépend aussi de la production qu'on a. Non, je suis d'accord. Et donc voilà, donc l'objectif quand même il est là, hein, donc de sensibiliser donc, les enfants des communes, de travailler avec les écoles, d'accord, mais aussi, et après je termine, parce que le problème c'est quand je prends le micro, après je parle plus, c'est ça. J'ai fini. Ce qui est intéressant, Christophe, c'est est-ce que ce lien-là avec les écoles, avec la population, c'est quelque chose que l'agriculteur, les agriculteurs peuvent apporter? Alors, je dirais que c'est la sensibilité de l'agriculteur. Moi, j'ai la chance d'avoir du temps dans ma vie, des fois pour faire un genre de porte ouverte dans les oliveraies. Je fais des démonstrations de greffe depuis quelques années maintenant avec la coopérative de Beaucaire au Léicole, donc soit sur Montpellier ou sur Jonquière, souvent dans ces coins. Donc il y a un militantisme là-dedans. Mais après, il est clair que la possibilité d'apporter une connaissance
aux jeunes. Ça s'instaure. Hein. Ça s'instaure, ça peut se monnayer aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut très bien proposer à l'agriculteur, toujours, parce que c'est toujours bénévole, mais à un moment donné, donc on peut dire, voilà, ça coûte tant. Évidemment, l'agriculteur, ça m'étonnerait qu'il soit à la minute. Hein. Souvent, il va être payé 1 heure, mettons, il en fera 2, ou pas. Mais si vous voulez, il y a quand même des leviers pour favoriser ce genre d'initiative. Là, il me venait une idée qu'on avait abordée une fois en discutant il y a longtemps. C'est simplement aussi ce qu'il faut voir sur Marguerite, c'est que vous avez Marguerite et Bezous et les Donnons, on a le même cas. Donc moi je suis candidat à l'Iridie-les-Donnons, donc vous voyez, j'ai aussi ce genre de préoccupation. On a peut-être une ligne SNCF qui va rouvrir. Donc ça veut dire que, par exemple, les schémas qu'on a actuellement de faire ces courses le samedi matin à Marguerite, qui est très bien, hein, moi ça m'arrive de venir, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi, je crois qu'on doit réfléchir en disant, on doit simplifier la vie aux gens. Voilà. Et simplifier la vie aux gens, peut-être que si un jour il y a une gare à Marguerite, ben peut-être c'est une idée que les agriculteurs viennent vendre leurs légumes aux arrivées du train le soir, avant que les gens rentrent chez eux. Ça évite de transporter au boulot, ça évite de se déplacer exprès, on passe devant. Les grandes gares parisiennes s'y sont pas trompées, hein, toutes les grandes gares parisiennes aujourd'hui sont devenues des centres commerciaux. C'est pas un hasard. Donc à un moment donné, pourquoi Marguerite, si mettons on a un petit train qui arrive et qui les gens ne pourraient pas imaginer ce genre de lieu de rencontre. Voilà, on aurait pu le dire tout à l'heure, mais ça m'est venu à l'idée maintenant. Moi, toutes les idées là, que j'entends, je les partage. Hein, le lien social, le rôle de la commune, le rôle de l'agriculteur, on peut même aller beaucoup plus loin. Hein. Aujourd'hui, on peut penser qu'un agriculteur peut avoir même un rôle de formation pour les gens. C'est-à-dire que s'il y a des logements sociaux avec un bout de terrain attribué, ce qui se fait en France, c'est vous qui me l'avez appris, moi je ne le savais pas. Mais oui, mais quelqu'un qui n'a jamais fait un jardin, il va avoir des vidéos sur YouTube, il va en faire 50 millions. Mais si jamais il y a une formation par l'agriculteur du coin, ça peut être pas mal. Vous lui achetez des plants, ce genre de trucs peut-être. Bon, voilà, on peut imaginer tout un tas de choses. Alors, de l'imagination, il y en a tant qu'on veut, mais fait quand même, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, je vais le recadrer là, parce que pour moi c'est quand même important, c'est que la terre agricole, à mon avis, sur le Marguerite, quand même, on en parle, mais il y a urgence. Parce que si j'ai bien compris l'enjeu, c'est que suivant la prochaine municipalité, elle va commencer à grignoter. Tu as bien compris l'enjeu. Voilà. Donc, alors, non, mais bon, parce que parler des idées, qu'est-ce qu'on peut faire sur la Terre, on peut y passer la nuit, hein, tout le monde en aura, et des bonnes, des moins bonnes, et des réalisables, des pas réalisables. Mais là, il y a urgence à Marguerite. C'est pour ça que je suis là, moi, personnellement. Mais bon, ce qui est intéressant à travers toutes ces propositions, que l'on voit, tous ces projets, tu as raison, ça mérite d'être applaudi. Tous ces projets que nous a présenté Jean-Pierre, que d'autres communes ont mis en œuvre, il y a d'autres solutions pour la terre agricole, pour les espaces naturels, que l'urbanisation. Bien sûr. Ça a été un choix pendant 30 ans. Ce choix-là, aujourd'hui, je crois qu'on est quasiment tous d'accord, à 2-3 listes près, on est quasiment tous d'accord que ce choix-là de l'urbanisation verticale, il n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, nos terres agricoles peuvent nous apporter, horizontales, pardon, n'a plus lieu d'être. Nos terres agricoles peuvent nous apporter beaucoup plus qu'une simple urbanisation, que de simples villas et que de simples haies de cyprès. Et ça, c'est un choix dans lequel il faut s'engager. C'est un vrai choix politique que nous devons porter, que nous portons, on y reviendra tout à l'heure. Mais il faut inverser ce raisonnement qui perdure depuis 30 ans. Il est temps d'y mettre un terme. Oui, parce que... Moi, c'est vraiment pour ça que je suis là ce soir. C'est très simple. Les anciens n'étaient pas idiots, ils sont installés là où il y avait de l'eau et là où la terre était bonne. Donc tous les villages, quand ils grossissent, qu'est-ce qu'ils font en priorité? Ils grignotent les meilleures terres. Bon, ça va de soi. Alors moi, si vous connaissez Bezous, moi quand Bezous, j'avais une quinzaine d'années, il y a eu un lotissement sur la colline de Bezous. Moi à l'époque, Bezous, moi le premier, je criais au scandale. Bon. Et bien aujourd'hui, finalement, avec le recul, je me dis finalement, c'est peut-être bien que le lotissement il était sur la colline. Il n'a pas à manger de terre agricole parce que c'est vrai que, honnêtement, les gens qui habitent là-bas, eux par contre, pour faire un jardin, c'est compliqué. Mais oui. Mais bon, alors Marguerite, vous n'avez pas que la plaine, hein, je ne sais pas, alors moi je ne connais pas les dessous de Marguerite, mais si vraiment il devait y avoir une nécessité d'agrandir à l'horizontale, il y a autre chose à faire que d'aller sur la plaine agricole. Ça c'est clair.
Ça c'est clair. Je n'ai pas dit de construire la garrigue, je n'ai pas dit ça. Enfin, je me dis, finalement, à Bezous, je me rends compte, avec le recul, 30 ans après, que finalement la décision était... je pense que ça a été réfléchi au départ. Hein. Aujourd'hui, c'est une conséquence qu'on analyse, mais ça a été une bonne chose. Mais Marguerite, il y a vraiment urgence. Alors, une question là. la question, c'est quid du projet de lotissement sur la plaine? Est-ce qu'il va se faire ou pas? J'ai bien entendu, madame. Aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui, rien n'est décidé autour du devenir de cette école agricole. Rien n'est décidé. Il y a une volonté politique qui est portée par l'actuelle majorité. Des études sont en cours. On aura. J'avais fait une réunion il y a quelques tout à fait, tout à fait. Oui, c'est pas le positionnement est pas nouveau. Des études sont en cours, mais on n'en est qu'à la phase des études. Donc aujourd'hui, aucun permis d'aménager, aucun terrain n'a été acheté, aucun permis de construire n'a été déposé. Donc il y a encore temps d'arrêter ce projet. Il y a encore temps jusqu'au 22 mars. Voilà. On a jusqu'au 22 mars pour mettre un terme à ce projet. On est sûr que d'ici le 22 mars, voilà. Non, aucune disposition ne pourra être prise d'ici le 22 mars. La seule disposition qui peut être prise d'ici le 22 mars, c'est de changer de majorité. À Marguerite, vous avez aussi cette barrière psychologique qui est la barrière de la SNCF. C'est-à-dire que Marguerite, on se dit tous, même moi, l'étant de Bezos sous les doigts, je me dis le jour où ça saute la voie ferrée, c'est deux portes ouvertes. Voilà. C'est le symbole de Marguerite, c'est-à-dire que cette voie ferrée là, qui fait, c'est vrai qu'il délimite aujourd'hui, on se dit si on la passe, c'est cuit. Alors c'est facile de la passer, la station d'épuration est juste en dessous, donc les réseaux sont tirés. Oui, mais bon, mais alors attention, là, pour moi c'est la catastrophe. Et c'est vrai que le combat, nous sur les deux noms, on va avoir certaines décisions à prendre, c'est-à-dire qu'il y aura un combat à mener probablement au niveau de l'agglo, hein, de l'agglo de Nîmes, parce que ça veut dire s'opposer à ça, c'est s'opposer à Nîmes hein, aussi, éventuellement. Là, je vais laisser Rémi répondre. Alors, l'agglo est partie prenante dans la mesure où Nîmes Métropole élabore un plan local d'habitat avec des perspectives d'évolution de l'habitat sur la commune. Et aujourd'hui, il y a une demande qui est faite à la commune de Marguerite, c'est de construire, la seule demande qui est faite à la commune de Marguerite, c'est de construire ou de réaliser 238 logements sociaux d'ici 2025. C'est la seule obligation qui est faite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Marguerite a un déficit, Marguerite est en carence. Marguerite devrait avoir 700 logements sociaux, tel que la loi lui impose. Il nous en manque à peu près 500. Donc on a un énorme retard en termes de logements sociaux. Politique n'a pas été menée depuis de longues années. Je dirais que ce n'est pas le seul cas de Marguerite d'ailleurs. Il faut aussi le rappeler. Mais la seule obligation, elle est là. Il n'y a pas d'obligation à construire au-delà de ces 238 logements sociaux. Donc l'agglo est donc partie prenante, mais celui qui détient le droit de signer un permis, c'est le maire. Donc c'est le maire qui aménage sa commune et qui autorise à construire sur sa commune. Donc le maire peut ne pas construire, peut ne vouloir ne pas construire au-delà de l'hôpital école. Si moi demain je suis maire de Marguerite, nous ne construirons pas au-delà de l'hôpital école. Et cette obligation de 230 logements, nous la réaliserons sur l'existant, sur les frontières existantes de Marguerite entre la voie ferrée et la 86. Nous avons à Marguerite aujourd'hui 200 logements vacants depuis plus de 2 ans. 200 logements vacants. Donc nous avons un potentiel locatif réel. Nous avons 120 logements qui sont en état d'insalubrité. Tous ces logements-là peuvent rentrer dans le quota de logement social. Nous avons encore des dents creuses. Nous avons encore des dents creuses dans Marguerite qui peuvent accueillir encore quelques logements. Donc les vrais potentiels existent. Nous avons un projet de maison en partage. C'est quoi une maison en partage? Une maison en partage, c'est une maison dédiée aux personnes en situation d'isolement. Soit parce qu'elles sont en situation de handicap, soit parce que ce sont des personnes âgées. Les maisons en partage rentrent dans le quota des logements sociaux. Donc d'autres solutions existent. Lorsque je dis il y a 15 jours, c'est le 23 janvier, lors de la présentation des vœux et lors de la présentation du programme,
je disais que nous allions construire un nouveau centre social pour libérer les locaux du CS, libérer les locaux de l'Escale. En libérant les locaux du CCAS, en libérant les locaux de l'Escale, on se donne des perspectives de l'Escale, on se donne des perspectives de créer du logement. Donc les solutions, elles existent sur la ville elle-même. Et aujourd'hui, moi je vous invite à écouter et à lire ce qui s'écrit et ce qui se dit sur la ville de demain. Tout le monde dit aujourd'hui, il est hors de question de continuer à étendre nos villes. Construisons sur nos villes. Ça ne veut pas dire montons du R+5. Restons à la dimension identique de notre ville. Le vieux village de Marguerite, la plupart des maisons du vieux village de Marguerite sont en R+2, un rez-de-chaussée et 2 étages. Je pense que c'est la structuration dans laquelle il faut s'inscrire. On est déjà à notre prochaine rencontre qui sera sur le thème Repenser la ville, incluant le thème du logement. Hein. Je veux pas frustrer le débat, puisque je pense que les intervenants ont donné beaucoup d'éléments, et donc là, j'espère des questions ou des remarques à continuer de la salle. Il faudra quand même à l'intérieur du village trouver des espaces que tout ne soit pas construit. Bien sûr. C'est important qu'il y ait, je sais pas, des jardins de il est important. Aujourd'hui, on est à un virage important pour notre commune. 30 ans, on a eu 30 ans de mandature. Ce qu'elle a été, je pense que c'est un maire qui a été élu pendant 30 ans. Donc, un projet qui a porté un projet auquel les margueritois ont adhéré pendant 30 ans. Aujourd'hui, nous devons prendre un nouveau virage pour notre commune. Mais pour prendre ce nouveau virage, on se doit d'avoir une vision globale de notre commune. Et ne pas être dans une gestion au coup par coup. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une gestion au coup par coup. Je prendrai l'exemple de la plaine de Pérouse. Parce qu'un jour, on a décidé de construire 140 logements sur la plaine de Pérouse, sans même associer les riverains, sans associer les voisins. Résultat des courses, les riverains se sont montés en collectif, le projet a capoté. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune vision globale de ce projet. Quid du stationnement? Quid de la circulation? Quid des aménagements autour de la plaine de Pérouse? Quid des écoles? C'est cette réflexion que nous devons mener. Et c'est ce projet que nous portons. Avoir une vision globale pour la commune. Et il est hors de question, effectivement, d'urbaniser à tout va. Donc, ce projet de reconstruction des logements sur l'identique, il doit s'accompagner de création de poumons verts. Et nous en avons des poumons verts à Marguerite. Je pense à je peux y arriver, à la propriété Magne, en cœur de ville, face à l'église. Je pense aux berges du Canarou, je pense à la plaine des Hulls, je pense à Pradène. Voici des lieux qui sont encore des poumons verts. Pour la petite histoire, la propriété Magne, pour ceux qui la repèrent, une partie va être aménagée. On parle de 8 lots en R+2, ça va faire une vingtaine de logements. Si on en reste là, très bien. Mais il ne faut surtout pas perdre cette propriété-là. Je ne sais pas si tout le monde la voit, c'est cette propriété face à l'église où il y a de grands platanes. Il est important, c'est le dernier poumon vert au cœur de la ville de Marguerite. Il est important de le préserver, il est important de le valoriser et de le rendre aux habitants pour en faire un vrai espace public. Donc c'est vrai en termes d'espace public, c'est vrai en termes de circulation et de stationnement. La problématique du stationnement est très importante. Aujourd'hui, il manque des parkings sur Marguerite. Donc des solutions existent. Autour du village, il y a la gare, il y a peut-être autour de la médiathèque, vers le collège. On a peut-être des possibilités, on a certainement des possibilités. Mais pour ce faire, il faut que les uns et les autres, on se mette autour d'une table et que de manière concertée, on travaille à ce projet. On a 6 ans pour le réaliser. Des questions? Allez-y. Vous voulez un micro? Oui, bonsoir. Je voudrais vous parliez des agriculteurs. Ça fait 33 ans que j'habite la plaine de Marguerite, donc je m'entends très très bien avec les agriculteurs. Et je souhaite d'ailleurs que la plaine reste aux agriculteurs. C'est pas pour autant qu'il faut oublier les habitants. Parce qu'il n'y a pas que des agriculteurs, il y a aussi quelques habitants. Alors je me fais le porte-parole, je pense que je ne suis pas le seul, puisque je pense que, si j'ai bien regardé dans vos colistiers, il y a un de mes voisins, que je salue, qui est derrière moi, ou qui est devant moi, je ne sais pas. Enfin bref, il ne faut pas oublier un peu de route,
des signalisations routières qui sont complètement démentielles, vous voyez de quoi je veux parler, je pense. Bon. Et puis, je voudrais revenir à ce que vous disiez au niveau des agriculteurs. Vous parliez des circuits courts. Alors, j'en connais un qui est très court. Ça se passe à Redescend. Vous avez un agriculteur qui s'appelle les Jardins d'à côté. Moi, je vais au jardin d'à côté, mais j'aimerais que vous puissiez donner l'idée à un agriculteur de Marguerite de faire la même chose sur la plaine, parce que je pense qu'il aurait beaucoup de succès, parce que quand on va au jardin d'à côté, si on ne se lève pas de bonne heure le matin, quand on y va à 11h, les parkings sont toujours pleins, mais il n'y a plus beaucoup de légumes. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, j'aimerais que, si je le souhaite, vous êtes le futur maire, que vous fassiez un schéma directeur sur la plaine, justement, pour savoir à peu près combien d'habitants. Peut-être de garder ce petit élo, puisque je ne me suis pas présenté, mais c'est pas grave, il y a beaucoup qui me connaissent, du Mas de Brignon, où il y a certaines activités, il y a un centre de loisirs, il y a une équitation, enfin bon, sans déformer la plaine, mais c'est pas pour autant qu'on va se mettre du tout contre les agriculteurs, bien au contraire. Et puis, j'avais noté aussi, voilà, c'est à peu près tout. Les circuits courts, ah oui, j'en ai parlé, les circuits courts. Bon, ben voilà, je me tais. Peut-être répondre sur alors, de toute façon, vous êtes sur la même thématique où je réponds. Non, c'est... Alors, si vous permettez, je vais juste répondre à l'intervention de M. Chauvin. Que ce soit le centre du village, que ce soit le Canalou, que ce soit le quartier Pradenne, que ce soit la Garrigue, que ce soit la Plaine, les Margueritois qui y vivent payent leurs impôts, payent leurs taxes d'habitation, payent leurs impôts fonciers, payent leurs taxes des ordures ménagères. Il n'y a pas de sous-Margueritois. Donc tous ces quartiers, quels qu'ils soient, doivent être traités à la même enseigne. Et lorsque l'on dit que nous allons rénover 135 km de voirie, lorsque nous disons que nous allons mettre un plan de propreté pour la commune, nous parlons de l'ensemble de la commune. Et dans l'ensemble de la commune, nous y intégrons, bien entendu, les quartiers excentrés de la Plaine et de la Garrigue. Parce que la Garrigue rencontre les mêmes problématiques que les autres. Vous l'avez vu, vous l'avez cité, nous avons des élus, nous avons des candidats sur notre liste qui habitent dans ces quartiers-là. C'est aussi le cas dans Canabou, Pradenne et Vieux-Village. C'est aussi une volonté de tenir compte de ces quartiers. Et l'objectif qui est le nôtre, le projet qui est le nôtre, c'est de désigner pour chacun de nos quartiers margueritois, y compris la Plaine et la Garrigue, de désigner des élus référents, qui seront donc le premier interlocuteur des riverains, et qui seront donc l'interface avec les services de la mairie. Donc c'est une vraie préoccupation. Je suis très souvent sollicité par les gens de la Plaine, les gens de la Garrigue, et notamment et principalement sur les problématiques de voirie et de propreté. Elles sont réelles, l'état des voiries est indécent. Certes, c'est un coût la voirie, c'est un investissement la voirie. Maintenant, comme tout projet d'investissement, un projet d'investissement, il doit être budgétisé sur plusieurs années. Il doit être projeté. On doit sortir de cette politique du coup par coup. Alors là, en ce moment, le coup par coup, on est en droit, on est en période d'élection, 20 mètres de carré de bitume par ici, 20 mètres de carré de bitume par là. Il faut sortir de cette logique-là. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui un de nos candidats qui est en train de travailler sur un plan pluriannuel d'intervention sur chacun des 135 km de la commune. L'objectif étant que nous puissions remettre en état, pas d'un coup, puisqu'on ne pourra pas le faire en une seule année, et pour cela on a un mandat, remettre en état nos voiries. Oui, justement vous dites que c'est indécent, mais aussi dangereux. Mais bien sûr. Je vous le dis, puisque je pense que vous le savez, mais en face, on a fait beaucoup de travaux pour la station d'épuration.
et toutes les bouches d'égout qui sont devant la station d'épuration dépassent au moins de 5 à 10 cm et c'est dangereux et ça abîme toutes les voitures. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose, c'est surtout pour ces deux messieurs, parce que la plaine de Marguerite, moi ça fait 33 ans que j'y suis, donc je commence à la connaître un petit peu, mais je pense savoir, et ça c'est pour ça que c'est bon de faire un schéma directeur au niveau des habitants et au niveau des agriculteurs, je pense savoir qu'il y a quand même des gros propriétaires agriculteurs fonciers qui ne cultivent pas, j'ai rien contre eux, d'accord, et d'ailleurs je les connais toutes d'une façon très, très amicale, qui louent leurs terres. Par exemple, ou qui en vendent certaines parcelles. Et c'est des gros agriculteurs qui ont entre 30, 40, peut-être 50 hectares. Donc là, il est difficile, je pense, de morceler leurs propriétés propres. Je ne sais pas comment il faut faire, parce que moi je ne suis pas spécialiste en agriculture. Mais la plaine est vraiment morcelée, mais ça appartient presque aux mêmes propriétaires. La volonté, elle n'est pas du tout... Alors, la problématique de l'accès à la terre pour l'agriculteur qui s'installe, c'est une vraie problématique. C'est un investissement lourd à porter, un investissement qui s'accompagne souvent d'un autre investissement en matière de matériel, de machines, etc. Donc la commune peut avoir une action sur les terrains, par l'achat de terrain, mais il est hors de question de s'engager dans une politique d'expropriation forcée. C'est marcher à contre-courant. Il faut s'engager dans une politique d'incitation à mettre ces terres à disposition. Et là, la commune peut devenir actrice pleinement de cette politique à travers des régies municipales, à travers des SCI et des SCI publics. Il y a plein de solutions qui existent ailleurs et qui se font ailleurs. Mais là aussi, il faut que ça se fasse bien entendu de manière concertée. Et la clé, elle est là. Il y a, la semaine dernière, on a rencontré un agriculteur qui est en pleine, qui arrête son exploitation. Et qui nous dit, mais moi aujourd'hui, mon fils ne la reprend pas. Et mes terres sont là. Mes terres sont là et je ne sais pas quoi en faire. J'en ai vendu une ici, une là. Mais il n'attend qu'une chose, c'est que la propriété continue à vivre. Monsieur, pardon. Moi, je voulais parler, oui. Je connais sur la commune de Manduel un maraîcher et où le particulier s'en va ramasser lui-même, cueillir à son gré les tomates ou n'importe quoi. Il prend une brouette, un sécateur, un panier, et après il revient et il va faire poser et régler sa petite dot. Voilà, pour lequel il a ramassé, quoi. Alors, ce maraîcher a bien voulu justement pouvoir s'implanter sur la ville de Marguerite, car il avait peur d'être exproprié sur cette commune de Manduel. Alors justement, c'est ça un bon exemple, et même pour les gens qui, comme nous, beaucoup de seigneurs ici, au lieu de rester dans ces quatre murs chez soi, d'aller ramasser des tomates ou des concombres, des fraises, ou des haricots, des salades, ça occupe le temps et ça coûte moins cher que d'aller dans certaines grandes surfaces. Et bon, ça apporterait un plus aussi, ça serait pas mal. À savoir maintenant si pour un marché, ce serait rentable. Voilà. Ce qui est intéressant à travers l'exemple de Manduel, l'exemple de Redescente, c'est qu'il est facile de mettre en place des circuits courts. On n'a pas besoin d'inventer l'eau chaude. On peut s'organiser très facilement et mettre en place très facilement cette relation directe entre le consommateur et le producteur. Et là, on est carrément dans une démarche où je vais chez le producteur, je rencontre le producteur, je crée le lien. On parlait de lieux dédiés. Vous voyez, voilà deux lieux dédiés qui n'ont pas nécessité d'investissement particulier. Simplement une volonté, une dynamique. Cette question nous amène à une question, c'est comment impliquer les citoyens dans un projet comme ça. On a parlé d'AMAP, on parle d'aller cueillir soi-même, enfin récolter plutôt, pardon. Jusqu'où on peut aller? Tu parlais d'éducation tout à l'heure. Comment impliquer les citoyens? D'abord les mettre aussi au cœur du projet. Pour moi, un consommateur, c'est quelqu'un qui va aussi identifier ses besoins
proposer aussi des solutions. Donc il faut que le consommateur soit au cœur du projet, c'est lui aussi qui va initier, ça c'est important. Mais après, j'ai parlé de l'éducation, enfin, je vais dire, de l'éducation par rapport aux enfants, par rapport au jardin éducatif, mais on peut aussi, ce que tu disais, c'est-à-dire aussi, Marguerite, il y a beaucoup de pavillons, avec 400-500 mètres carrés de terrain, peut-être qu'aussi, on pourrait aussi apprendre à jardiner aux personnes. La régie, par exemple, de l'agricole pourrait avoir un rôle éducatif, j'allais dire, un rôle de transmission. Il y a des personnes âgées à Marguerite, comme dans toutes les villes, elles ont un savoir-faire au niveau de l'agriculture. Pourquoi aussi transmettre ce savoir-là aussi, c'est important aux personnes qui ne savent pas. Et puis aussi, j'ai perdu. Il l'avait annoncé qu'il se perdrait. Voilà. Donc, mais c'est vraiment la relation sociale aussi, le fait d'aller, que le consommateur doit aller sur les terres, mais aussi que l'agriculteur doit sortir. Tout à l'heure on parlait des circuits de vente, rencontrer l'acheteur, rencontrer le consommateur, c'est important pour un agriculteur, c'est moi il me semble. Et c'est vrai qu'on ne va pas favoriser un ou l'autre. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur redescendre Emmanuel, oui, en effet, ça peut être une possibilité, comme aussi une AMAP. Une AMAP aussi, ça a un côté aussi solidaire, très fort, puisque les AMAPiers, on les appelle comme ça, vont acheter la production à l'avance. Donc, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que l'agriculteur n'a plus de problème de trésorerie. Alors, c'est contraignant pour le consommateur, et c'est une expérience vécue. Pour l'agriculteur. Alors, pour l'agriculteur, c'est vrai que c'est contraignant, tout à fait, parce que lui, il s'engage à fournir un panier de légumes plus ou moins varié, on va dire, mais plus il y a de variété, et plus il y a de temps de travail, et donc moins de gains, j'allais dire. Donc c'est aussi pour l'agriculteur, dans une AMAP, de s'engager à fournir un panier de 4, 5, 6 ou 8 kilos de légumes, mais le consommateur, lui, va payer ses paniers 6 mois à l'avance. D'accord? Donc ce qui permet à l'agriculteur d'avoir de la trésorerie, mais aussi le plaisir aussi d'aller chercher son panier, soit à un point donné, soit chez l'agriculteur, et d'échanger. Puisque le consommateur aussi, il est acteur. C'est lui aussi qui va dire à l'agriculteur, par exemple, bon, mais cette année, je regarde Christelle, cette année il y a trop de choux-fleurs, ou alors il y a trop de panais, on ne s'en sort plus, quoi. Voilà. Donc c'est aussi ça. Mais ça, c'est aussi la réalité. Voilà. Après, on a les circuits courts, les groupements d'achat, comme Agap, sur Marguerite, où là, il y a moins d'engagement, j'allais dire, du consommateur, puisque là, il va commander les produits qu'il a. Voilà. Et puis, ça demande aussi à l'agriculteur aussi de se déplacer. D'accord? Alors, c'est intéressant parce qu'il y a le côté solidarité, échange, mais il y a aussi des contraintes. Voilà. Après, on a parlé, je vous parlais aussi éventuellement des boîtes réfrigérées à un endroit. Ce qui est intéressant, c'est qu'en temps réel, l'agriculteur sait où il en est de ses commandes, de ce qui a été vendu. Le consommateur sait exactement ce qui lui reste. Par contre, on a le côté échange qui est plus. Ça, c'est un point négatif. Mais bon, voilà. Et puis après, on a en effet à aller ramasser les légumes, aller les ramasser les légumes dans les champs. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, après je passe la parole, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est plus à manger qu'en ramasser, parce que sinon ça ne fonctionne pas trop bien, quoi. Notamment pour les fraises. Les intervenantes invitées. Bonjour, moi je suis une citoyenne très engagée chez Terre de Liens, parce que je suis vice-présidente de Languedoc-Roussillon. Pascal Hockman. Je suis ravie d'entendre ce que j'ai entendu ce soir. Je ne regrette pas d'être venue, je ne vais pas pouvoir rester longtemps malheureusement. Juste vous dire, en matière d'engagement citoyen, il y a d'autres formes d'engagement possibles. C'est que le jour où des terres agricoles sont à la vente sur vos territoires, vous pouvez tout à fait soit faire appel à Terre de Liens, ça nous fera plaisir, mais il n'y a pas que nous. Et vous pouvez aussi constituer un groupement foncier agricole local. Et là, vous prenez chacun des parts et vous achetez la terre. Et au fur et à mesure où l'agriculteur est en capacité de rembourser les parts, un jour il redeviendra propriétaire. Voilà, mais vous aurez fait l'avance de trésorerie à cette personne. Et ça, c'est un engagement fort de la part des citoyens parce que voilà, vous aidez la personne à acquérir la terre.
deux gros problèmes pour les agriculteurs aujourd'hui, trouver des terres, les financer, ça c'est le même problème pour eux. Mais nous, on commence à en voir un autre arriver chez Terre de Liens, c'est de moins en moins de candidats à l'installation agricole, vu le parcours du combattant que c'est. Donc au plus on les aide, au plus on a la certitude que leur exploitation sera pérenne et que du coup, votre alimentation locale, elle sera pérennisée. Voilà. Merci bien. Merci. Avant que la dame parte, je vais apporter une précision qui me semble importante, parce que dans tout ce qui a été dit, on parle de production, on parle de la vie de l'agriculteur, mais on n'a pas parlé non plus, au travers des régies, au travers des investissements des citoyens. Ça, c'est quelque chose auquel moi je tiens beaucoup. C'est ce qui permet de faire aussi la qualité. Parce que produire des choses bonnes à manger, eh bien, ça veut dire que l'agriculteur, on va peut-être lui payer un peu plus, il va pouvoir faire des variétés qui seront meilleures, qu'on ne trouvera pas dans le commerce, parce qu'il va faire tout un tas de choses, en plus, encore une fois, de son fonds de commerce, si vous voulez, s'il a le temps. Mais il y a vraiment cet engagement de proposer, de faire en sorte que l'agriculteur puisse apporter, exiger la qualité. Et le bio, là-dessus, on ne va pas rentrer dans le débat, hein, je vous le dis tout de suite, mais le bio n'est pas forcément une solution. Moi, c'est mon point de vue. Donc ça veut dire qu'on ne va pas se réfugier derrière, on va faire du bio ou d'agriculteur bio, c'est bien, mais il y a quand même des fois des choses qui sont un petit peu mieux. Et donc, une régie municipale, par exemple, ce genre de choses, peut aussi intervenir sur la qualité des aliments qu'auront les habitants d'une commune en circuit court. Et ça, c'est vraiment important. Alors, moi, Christophe, la question, justement, c'était te demander en tant qu'agriculteur, puis demander peut-être à l'assistance, est-ce que tu sens, sur cette notion de qualité alimentaire, de produits un peu différents, etc., est-ce que tu sens la demande? Est-ce que tu sens que les citoyens ont envie de ça aujourd'hui? C'est ce que les médias nous racontent, mais quelle expérience, quelle réalité en as-tu? Peut-être les autres agriculteurs de la salle aussi peuvent apporter leur point de vue. Moi, je pense que la demande est liée. Après, malheureusement, on est, nous, au sein de la GAP, on fait en sorte d'avoir vraiment de petites sélections quand même au niveau de la qualité des produits. Moi, par exemple, j'ai une mention Nature et Progrès. J'ai des copains qui, alors pour ceux qui ne connaissent pas Nature et Progrès, vous irez voir sur Internet ce que c'est. J'ai des copains qui n'ont rien. Ils n'ont rien, pas de label. Alors je peux vous dire que ce qu'ils font, c'est extrêmement bon. Et donc chacun après là-dedans, il est... Mais je crois que oui, je crois que les gens sont prêts, je crois qu'il y a une réelle demande, c'est ce que disait Rémi tout à l'heure, quand il a dit il y a des choses qui ne dépendent pas de l'investissement, c'est une vraie volonté. Et je crois que oui, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, j'ai tendance à dire oui, il y a une volonté de la part des citoyens de vouloir manger quelque chose et du coup d'être capable d'accepter, comme l'a proposé madame qui était là tout à l'heure, par exemple de faire un petit investissement pour que l'agriculteur le rembourse après. Oui, je crois que c'est possible. Ça, je le crois, et en tout cas, je pense qu'il faut aller vers là. Et si on veut, après, si vous voulez vraiment, quand on veut parler de la qualité, si vraiment on veut aller au fond des choses, on peut aussi imaginer, c'est ce que je disais une fois, dans l'agriculture, dans la terre, il faut tout penser en termes de boucle de cycle. Vous devez avoir une boucle et vous devez la fermer. C'est-à-dire que moi, dans mes oliviers, par exemple, j'essaye d'avoir du fumier, c'est très compliqué ici. Très très compliqué. Parce que quand on en a, souvent les animaux ont été vermifugés, donc ça tue les vers. C'est vraiment, croyez-moi, c'est très très compliqué, ou alors ça coûte très très cher. Très très cher, ça veut dire 40 € la tonne hors taxe. Voilà, on peut vous donner des chiffres, j'y suis en plein dedans. Donc ça fait cher. Hein, une tonne, vous ne faites pas grand-chose avec une tonne de fumier. Bon, et donc ça veut dire aussi qu'une commune peut, si on pousse le bouchon loin, ça veut dire on peut imaginer des économies sur la gestion des déchets, donc leur meilleure valorisation, et au travers des déchets verts, au travers des déchets éventuellement ménagers qui sont mangeables par des animaux, ce genre de choses. Et parce qu'on parle toujours du légume, mais on oublie les animaux. Alors si vous faites un petit tour sur ce que c'est la biodynamie ou l'histoire de la biodynamie, vous verrez que les animaux sont associés à tout ça. Donc il ne faut pas non plus les oublier, et ça peut être pour des communes, si vraiment on veut pousser le bouchon très loin, à accepter d'avoir des gestes quotidiens qui compliquent la vie. Hein. Faire du tri, c'est compliqué, tout le monde n'a pas forcément le temps, envie, tout ce qu'on veut, mais ça existe, et là on ferme des boucles, et là ça devient vraiment intéressant
pour le coup, pour la nature elle-même en premier lieu, et puis des fois pour les humains avec, parce que moi je devais la chose. Des intervenants? Des questions? J'aurais voulu savoir si dans ce qu'on appelle les budgets participatifs, vous aviez quelque chose en tête, parce que c'est quelque chose qui est populaire et qui donne la parole aux habitants. Est-ce que éventuellement vous avez réfléchi à cette question? Le principe du budget participatif fait partie intégrante de nos propositions. Qu'est-ce que c'est le budget participatif? C'est alloué à une structure citoyenne, en l'occurrence. Dans notre idée, c'est un comité de quartier, comité de quartier de la Plaine, comité de quartier de la Garrigue, du Canabou, du Pradel, etc. D'allouer à un comité de quartier, à une structure associative, un budget. Alors, en disant à ce comité de quartier, dites-nous ce que vous voulez que nous fassions de ce budget. Quelles sont vos priorités dans votre quartier? Est-ce que votre priorité pour l'année 2020-2021, c'est la voirie, c'est l'éclairage, c'est les espaces verts, c'est tel ou tel équipement? Vous, acteurs citoyens, dites-nous ce que vous voulez, où vous voulez que nous portions l'investissement de la commune. Pas dans le budget communal dans son intégralité, mais des poches de budget ouvertes et mises à disposition des citoyens. Soyez acteurs, décideurs de ce que vous voulez faire d'une partie du budget communal. Et collectivement, ensemble, on décide, on priorise. Et ça, alors ça, c'est des solutions qui existent bien entendu dans d'autres communes. Là aussi, nous n'inventons rien. Et c'est même surprenant qu'on n'ait pas encore franchi ce cap à Marguerite, mais nous le franchirons lorsque nous serons aux affaires. Ce sont, derrière cela, qu'est-ce qu'il y a? Associer, impliquer nos citoyens, les rendre acteurs de la cité, leur mettre entre les mains les problématiques que rencontre une collectivité en termes de budget, les choix nécessaires à faire, les priorités nécessaires à poser. Donc oui, ces budgets participatifs, nous les mettrons en place, et certainement à l'échelle des comités de quartier. Merci Rémi, je crois que l'échange a déjà été passablement riche, il va pouvoir se poursuivre autour d'un verre et d'une dégustation, parce que je crois que nous avons la chance d'être chez un restaurateur qui pratique le circuit court et qui se fournit chez les producteurs locaux. Mais un mot de conclusion, Rémi, peut-être? Oui, alors tout d'abord, remercier nos intervenants, Jean-Pierre et bien entendu Christophe, et tout particulièrement Christophe, qui est venu nous faire part de son témoignage. Vous remercier de votre présence. Je pense que cette réunion était importante parce que ce sujet de la plaine agricole, il est important dans cette campagne. Aujourd'hui, moi j'ai entendu quelque chose de fort. Lorsque Christophe nous dit à Marguerite, vous avez la chance d'avoir les terres agricoles qui sont peut-être les meilleures du Gard. Il a dit une responsabilité. Et donc vous avez une responsabilité. Et lorsqu'on a la chance d'avoir parmi les meilleures terres agricoles du Gard, on n'a pas le droit de les consommer à autre chose qu'à l'exploitation. Et je crois que ça, c'est un message fort qu'il faut porter. En conseil municipal, lorsqu'on a débattu de ce sujet au mois de décembre, il m'a été répondu, mais 30 hectares, c'est pas grand-chose. Oui, 30 hectares, c'est effectivement. Mais où on s'arrête? À 50, à 60, à 70. Donc oui, ces 30 hectares, il faut les préserver. Et nous le savons tous ici, à Marguerite, nous sommes les seuls candidats à nous opposer à cette urbanisation de la plaine agricole. Et c'est pas une opposition de principe, c'est pas une opposition parce que c'est à la mode de mettre une étiquette verte sur une affiche. Je vous rappelle qu'il y a 6 ans, le candidat William Portal, avec à ses côtés le candidat Bruyère et le candidat Guillemin, portaient dans leur programme l'urbanisation de la plaine agricole. Et qu'il y a déjà 6 ans, nous nous étions opposés à ce projet-là. Et que tout au long de notre mandat,
les élus qui siègent avec moi et qui sont ici à mes côtés, nous sommes opposés. Nous avons été les seuls à nous opposer aux modifications du PLU, le plan local de l'urbanisme, qui classait ces terres en zone urbanisable. Nous nous sommes opposés à toutes les études qui sont lancées autour de ce plan agricole. Nous sommes bien les seuls. Alors aujourd'hui, la campagne fait que certains se disent qu'il faut peut-être réajuster le tir. Mais nous n'oublions pas quels ont été leurs actes pendant 6 ans. Nous sommes les seuls, non pas seulement à s'opposer à l'urbanisation de la gare, mais à proposer un projet alternatif pour notre plaine agricole. Alors un projet alternatif porteur de qualité environnementale, de qualité alimentaire, mais surtout un projet porteur de développement économique, d'emploi, de création de richesses pour nos agriculteurs. Pour ceux qui vont me dire, bien sûr, on en a parlé, mais aussi et surtout pour ceux qui sont là. Ils ne sont pas nombreux à Marguerite, mais beaucoup sont dans la salle. Et c'est avant tout pour eux aussi que nous devons de préserver la plaine agricole. Pour nos enfants. Comment? Pour nos enfants. Et bien sûr, un projet pour l'avenir, et j'y viens après, car c'est un projet fondateur, structurant pour notre commune, un projet créateur de lien social, et comme tu le disais, Delio, un projet porteur d'avenir pour nos enfants, pour nos générations futures. Et c'est un projet exemplaire de ce que nous voulons pour Marguerite. Nous avons 3 engagements pour Marguerite. La sécurité. Et bien ici, il s'agit de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire. Nous avons un engagement de durabilité. Et ici, nous parlons de durabilité économique, de durabilité du devenir de notre plaine agricole. Et un engagement de citoyenneté, on a parlé à travers le lien social que peut créer, que doit créer cette plaine agricole. Et ce projet, je le disais tout à l'heure, et donc j'y reviendrai très rapidement, ce projet de préservation de la plaine agricole, pour qu'il réussisse, il doit s'engager dans un projet global. Et c'est bien un projet global que nous proposons aux Margueritoises et aux Margueritois. 3 orientations que j'ai présentées lors de la présentation des vœux, que nous présenterons lors du programme que nous vous distribuerons. 3 orientations autour d'une ville repensée. Donc repensons la gare, repensons la plaine, pardon, repensons la plaine agricole au-delà de la gare, repensons la plaine agricole, mais pas que. Repensons notre cœur de ville, repensons notre manière de gérer la ville en redonnant la place aux citoyens. Puis une ville durable, on en a beaucoup parlé. Une ville durable, c'est une durabilité économique, c'est une plaine agricole préservée, mais c'est aussi, au-delà de notre plaine agricole, toutes les questions autour des économies d'énergie. Et nous nous engagerons dans une politique d'économie d'énergie pour nos bâtiments communaux, et au-delà de production d'énergie, car là aussi, c'est un domaine où Marguerite a énormément de retard. Énormément de retard. Et pourtant, je crois savoir qu'à Marguerite, nous avons quand même un potentiel d'ensoleillement et qui nous est quand même profitable. Et enfin, une ville rayonnante. Alors nous avons parlé de la ville des fleurs. Nous voulons que Marguerite soit reconnue comme la ville des fleurs. Mais je crois que lorsque demain, Marguerite sera redevenue la terre maraîchère de Nîmes, qu'elle était déjà du temps des Romains, lorsque Marguerite sera redevenue une terre maraîchère, Marguerite sera une ville rayonnante. Et ça, c'est l'objet de notre mandat. C'est un vrai projet de société que nous proposons aux Margueritoises et aux Margueritois. Et c'est un vrai projet que nous réaliserons lorsque nous serons élus le 22 mars prochain. Merci à vous. Le temps d'installer, de libérer, et le buffet, et tout sera à nous.